Sénégal. Souleymane Niang. Bienvenue dans le grand journal. Au sommaire, l'inhumation aujourd'hui et demain de deux des victimes des manifestations contre le report de la présidentielle. À Ziguinchor, une foule nombreuse a accompagné Landing Camara à sa dernière demeure. Sa famille réclame justice et puis vous entendrez la famille du jeune Alpha Yoro Tunkara qui vient de recevoir le rapport d'autopsie, le permis d'inhumer et le permis d'inhumer de l'étudiant mort par balle vendredi à Saint-Louis. Le Sénégal dans le ventre mou de l'indice de la démocratie 2023 publié par The Economist Intelligence Unit. Notre pays perd 4 places par rapport à 2022 avec une note moyenne de 5,48 sur 10. Les détails à suivre. À suivre également notre dossier santé sur la couverture maladie universelle, prétexte la nomination du nouveau directeur de l'agence donc de la couverture maladie universelle. Et puis ce 15 février, journée mondiale des cancers de l'enfant, nous évoquerons les difficultés pour la prise en charge des centaines de cas enregistrés par an au Sénégal. Enfin, dans notre rubrique Point de vue avec nos deux intervenants du jour, nous tenterons d'évaluer les chances de succès des médiations en cours pour sortir de l'impasse politique. À la mise en onde, Alioune Ba. Souleymane Niang. Ziguinchor, le jeune Landing Camara, tué dans les manifestations de samedi dernier, a été inhumé. Acteurs de l'école, société civile, parents, proches et amis ont tous pris part à la cérémonie mortuaire. Les témoignages sont unanimes sur la jeune victime de 17 ans. Ses parents réclament que justice soit rendue. Lamine Ba. L'émotion était grande ce matin chez les Djedjou, famille adoptive du jeune Landing Camara, l'élève de 17 ans tué samedi dans les manifestations. Ses camarades du lycée Djignabo, parents, acteurs politiques et ceux de la société civile ont tous pris part à la prière mortuaire. Parmi ceux qui ont témoigné au nom de la communauté éducative figure le censeur du lycée Djignabo, Memba Sagnan. Ces professeurs ont unanimement témoigné que Lamine est un élève travailleur et sérieux. Sachez que nous sommes très affectés également par la perte de ce garçon. Nous prions pour le repos de son âme. Les membres de la famille de Landing Camara, plongés dans un profond chagrin, disent être réconfortés par les témoignages émis sur leur fils. L'un d'eux. C'est un enfant, mais quand même, il a su maîtriser tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il a lutté pour son pays, il a tout fait. Bon, il est pour... Ici, la famille, moi, ils sont très satisfaits, malgré ce qu'il a reçu. Parce qu'en voyant tout ça, c'était bon. Tu sais que quand la mort arrive là, mais on n'y peut rien. La société civile a également pris part à la prière mortuaire. Elle exige la lumière sur les circonstances qui ont conduit au décès du jeune Landing Camara. Simon Djedjou, membre de Vision Citoyenne. Oui, très franchement, la justice doit être rendue parce que depuis que les événements ont commencé, depuis pratiquement 3 ans ou 2, voire même 4 ans, on est en train de voir des situations pareilles. Vous avez entendu le témoignage de son marabout qui disait que ce Landing Camara était la 3e voire 4e victime dans le même quartier. La famille dit n'être pas en mesure de révéler pour l'instant les conclusions de l'autopsie, tâche qu'ils ont confiée à l'avocat commis pour suivre le dossier devant la justice. Landing Camara repose désormais au cimetière de Kandialan. L'élève de classe de seconde tué samedi dernier a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, ses amis, des acteurs politiques et ceux issus de la société civile. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Quant à Alpha Yoro Tunkara, ce jeune étudiant qui a perdu la vie lors des manifestations contre le report de la présidentielle vendredi dernier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il sera inhumé demain dans sa ville natale de Dindéfelo. La famille de l'étudiant a reçu les résultats de l'autopsie du corps. Ces résultats révèlent qu'il a été atteint par balle au niveau du thorax. Le défunt étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis sera inhumé demain donc à Dindéfelo, sa ville natale. Sa famille a commis un avocat pour que la lumière soit faite. Écoutons Abdoulaye Djibril Silla, oncle de l'étudiant, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Les conclusions, comme vous le savez, dans le certificat de genre de mort, donc il se dit qu'il a été atteint par une arme à feu. C'est tout ce qu'on fait au niveau du thorax. Nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires afin de faire la levée du corps. Comme la distance vraiment elle est longue,
afin de pouvoir rouler pratiquement la soirée et toute la nuit, espérant que si tout va bien, arriver à Kédougou vers les coups de 5h-6h du matin et procéder à l'inhumation, Inch'Allah, dans son village natal à Dinlifelo, entre 9h voire 10h, 11h, Inch'Allah, si tout va bien. On a commis un avocat, en l'occurrence Maître Kourachiba, qui nous a permis quand même de diligenter le dossier par rapport au dossier. Là, on le confirme aussi. Il faut que la lumière soit faite, et que justice soit rendue. La troisième victime, Modou Gueye, je vous le rappelle, est également mort d'un traumatisme thoraco-abdominal par arme à feu. Il est 12h06. Le Sénégal recule de 4 places dans l'indice de la démocratie 2023 publié par le groupe The Economist. Il se classe 83e sur 165 pays et est considéré comme un régime hybride, encore loin de la démocratie totale ou même de la démocratie imparfaite. Anna Rocha a parcouru le rapport pour nous. La plus mauvaise note du Sénégal concerne la participation politique. Moins de 4 points sur 10. On obtient pourtant la moyenne en matière de fonctionnement du gouvernement, 5,71 points, en matière de politique culturelle, 5,63 points et en matière de liberté civile, 5,59 points. Le Sénégal est même au-dessus de la moyenne en ce qui concerne le processus électoral, 6,58 sur 10. Cela n'empêche que le Sénégal chute de 4 places dans le classement publié par la division recherche et analyse du groupe The Economist. Le Sénégal n'est pas un régime autoritaire, mais nous sommes encore bien loin de pays comme l'île Maurice ou le Cap-Vert, les 2 premiers pays africains dans ce classement. L'île Maurice totalise 8,14 points, se classe 20e aux côtés d'États où l'on considère que la démocratie y est totale. Le Cap-Vert, lui, est dans la catégorie des pays à démocratie imparfaite, dans la même catégorie que des pays comme les États-Unis d'Amérique. En 2023, le rapport souligne que la démocratie en Afrique subsaharienne a beaucoup souffert. Plus de 40% des 44 pays de la région couverts par l'indice de démocratie ont chuté dans leur score. Mais c'est bien en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale que la démocratie a été mise à mal à cause de coups d'État militaires enregistrés dans plusieurs pays du Sahel. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Réaction du gouvernement au débrayage des syndicats d'enseignants réunis autour du cadre de concertation des syndicats de l'enseignement. Le ministère brandit des menaces et évoque des sanctions disciplinaires, ce qui ne semble pas ébranler les syndicalistes qui parlent de diversion. Quant aux parents d'élèves, ils appellent l'État à prendre ses responsabilités face à cette cessation de travail dont les raisons sont non scolaires. Voyons tout cela avec Koumba Sendiane Faye. Une dizaine de syndicats d'enseignants observent les débrayages depuis le vendredi dernier. Des perturbations qui mettent le ministère de l'Éducation nationale dans tous ses états. Dans un communiqué, le ministère brandit des menaces et parle de raisons non scolaires. Les syndicats d'enseignants parlent de diversion. Elhadji Malick Youm est le secrétaire général du SAEMS. C'est également une tentative de diversion pour nous détourner de l'objectif qu'on s'est fixé présentement, qui n'est rien d'autre que d'exiger de ces autorités qui ont violé la charte fondamentale de notre pays, quand même le retour à la légalité constitutionnelle. Entre autres, rappelons que ça, c'est une exigence de toute la communauté éducative d'ailleurs. Cette cessation de travail est en violation des dispositions réglementaires et que les enseignants auteurs peuvent immédiatement subir toute sanction disciplinaire, selon toujours la note du ministère. Ce que refute le syndicaliste, ils sont dans la légalité. Elhadji Malick Youm. Parce que les syndicats ont déposé déjà un préavis qui a expiré et après l'expiration de ce préavis, naturellement, les syndicats sont dans le droit s'ils lancent des plans d'action. Donc je pense qu'il n'y a aucune forme de violation. Les parents d'élèves, quant à eux, ils s'en mêlent et semblent approuver la note du ministère. Et nous sommes tout à fait en phase avec les autorités en charge de l'éducation pour vraiment identifier ceux qui vont en grève véritablement sans des dispositions légales et pouvoir sanctionner. Ces syndicalistes persistent et signent, ils appellent leurs pairs à observer le mot d'ordre pour exiger le respect des dispositions de la Constitution. Voilà pour l'élémentaire, le moyen et le secondaire. Quant au supérieur, des concertations avec les acteurs du monde universitaire
pour la reprise des enseignements en présentiel et la pacification du climat social. Le communiqué du Conseil des ministres en a fait état hier. Selon des acteurs du monde universitaire, l'État n'a nullement cette volonté puisque bien des semaines auparavant, la tension s'était quelque peu apaisée. La fermeture des universités est à déplorer selon eux. Seydou Nourouba. Amat Ndiaye, professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Dakar, ne va pas loin. L'État n'a aucune volonté de travailler à la reprise des enseignements au niveau des universités. Il s'explique. Si la volonté du gouvernement est de vraiment vouloir ouvrir les universités, il n'y a pas de problème. On peut se concerter. Si c'est une volonté réelle, mais on doute de cette volonté-là. Je veux dire, il y a quelques jours, quelques semaines, le contexte était beaucoup plus calme et le gouvernement ne daignait pas ouvrir les universités de Dakar en tout cas. Je ne crois pas avec cette montée de la tension politique et sociale que le gouvernement ait vraiment la volonté d'ouvrir les universités avant les élections. Je ne crois pas. Parler de réouverture d'une université, c'est tout simplement aberrant. Une université n'a pas pour vocation de fermer ses portes. Ces propos sont de Bouba Diop, professeur à la retraite, premier secrétaire général du SAES, premier médiateur à l'Université de Dakar. Il est aujourd'hui chargé de la chaire sur la Renaissance africaine. Une université a trois missions: l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Une université normale qui rentre dans la catégorie des universités que l'histoire connaît. On ne devait même pas parler de réouverture, de relance de l'université. Donc c'est une situation anormale. Ce sont des acteurs, et pour l'essentiel politiques, qui sont à l'origine de la situation. Il faut revenir à la normale et il faudrait que les acteurs aussi, les enseignants, chercheurs, les étudiants, le personnel administratif et technique, tous se mobilisent pour que pareille situation ne se reproduise plus. Le gouvernement et les acteurs du monde universitaire parviendront-ils à des concertations qui puissent aboutir au plus vite à la reprise des enseignements dans les universités? C'est là la grande question. À 12h12, allons à Saint-Louis où les travailleurs de l'hôpital régional ont suspendu leur mot d'ordre de grève entamé depuis une semaine. Cela grâce à la médiation entamée par le gouverneur, les imams, le maire et des notables de Guet-Ndar. Les travailleurs réclament le départ du nouvel agent comptable. Ils ont parallèlement déposé un préavis de grève qui couvre la période du 13 mars au 31 décembre 2024. Écoutons à ce sujet Moustapha Diop, le porte-parole des travailleurs de l'hôpital de Saint-Louis. On a suspendu la grève au niveau de l'hôpital parce qu'il y a eu la médiation de l'association des imams de Saint-Louis. L'association, il y a eu aussi la médiation des notables de Guet-Ndar. Des autorités administratives de la ville qui nous ont demandé vraiment de suspendre à la grève pour laisser le temps vraiment aux autorités de trouver une solution par rapport à ça. Avec aussi, on est resté une semaine sans fonctionnement de l'hôpital, donc on a jugé nécessaire de suspendre un tout petit peu pour permettre à la population de Saint-Louis de se soigner. Parallèlement, on a déposé un préavis de grève qui couvre le 13 mars au 31 décembre 2024. Ce qui fait que si on n'a pas gain de cause, on pourra aller en grève. Ce 15 février, journée internationale des cancers de l'enfant. Au Sénégal, plus de 800 cas sont dénombrés par an. Avec la délocalisation de l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Le Dantec, 200 cas sont comptés à la structure sanitaire de Dalal Jam. Des associations d'aide et de soutien aux malades veulent une gratuité pour la prise en charge, mais aussi une subvention sur les médicaments qui coûtent excessivement cher. Salim Atao. La leucémie, le rétinoblastome, le cancer du rein et les lymphomes, les 5 cancers les plus fréquents chez les tout-petits. 800 enfants par an, c'est ce que le Sénégal recevait en moyenne. Mais avec la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, seuls 200 par an sont dénombrés. Pour le docteur Awandiaï Ndir, oncologue, il y a d'autres malades qui n'ont pas accès aux soins. Il est attendu dans notre pays environ 800 cas par an. Malheureusement, dans notre seule unité d'oncologie pédiatrique qui était localisée à l'hôpital Aristide Le Dantec,
et qui est actuellement hébergé au niveau de la pédiatrie de l'hôpital d'Al Jam. Nous ne recevons que environ 200 malades par an, ce qui est encore infime. Il y a encore un gap. Il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas au service, donc qui ne sont pas diagnostiqués et non pris en charge. Les défis sont énormes, ajoute le docteur. Un personnel qualifié est nécessaire, mais surtout un diagnostic précoce. Les difficultés sont énormes, bien que beaucoup de choses sont en train d'être faites, que ce soit par le gouvernement. Une partie des molécules de chimiothérapie est gratuite, ça peut faire partie de la gratuité, mais il y a tout le reste des médicaments, parce qu'en dehors de la chimiothérapie, il y a les médicaments, il y a le traitement de support. Aujourd'hui, le plaidoyer de l'association Suñu Dom Suñu Yité reste le même, la gratuité des soins et des médicaments pour soulager ces tout petits, mais aussi les parents. Une maladie extrêmement chère. Pour la plupart, les enfants et leurs familles ont du mal à faire face à cette maladie financièrement. Donc notre association Suñu Dom Suñu Yité essaie tant bien que mal de leur venir en aide. Aujourd'hui, le plaidoyer, c'est une gratuité pour la prise en charge médicale. Avec la fermeture de l'hôpital Aristide de Dantec, seul Dalal Jam dispose de ce service, ce qui rend compliqué la prise en charge malgré les efforts du ministère de la Santé. Restons avec le monde de la santé, avec l'agence de la couverture maladie universelle qui a un nouveau directeur, le professeur Chertako Diop, qui remplace le docteur Mamadou Bokar Daf. Les acteurs attendent beaucoup de la nouvelle direction, même s'ils saluent le travail abattu par l'ancienne. Il faut, selon eux, un renforcement des mutuelles de santé, le paiement de la dette, revoir le système de financement et le ciblage des bénéficiaires de politiques de gratuité. Dossier réalisé par Awambay. L'agence de la couverture maladie universelle doit renforcer le rôle des mutuelles qui constituent des éléments clés du dispositif. Selon André Dembawad, le président de l'Union nationale des mutuelles de santé communautaire, pense que la portabilité de l'assurance doit être instaurée et la subvention aux mutuelles maintenue. L'agence reconsidère le rôle des mutuelles de santé, renforce ce rôle-là, parce que dans ce rôle-là, nous voulons jouer aujourd'hui une qualité dans le service, ce qui va attirer plus de Sénégalais. On a fait un pas pour aller vers une portabilité départementale, mais ça ne suffit pas. Il faut aller à une portabilité nationale. C'est-à-dire que le mutualiste sénégalais, là où il se trouve, puisse accéder à des soins. Mais quand je suis mutualiste de Goudomp, quand je sors du département de Goudomp, je ne peux plus utiliser mon assurance maladie. Ça ne peut plus continuer. L'année dernière, vous nous avez entendu, il y avait des velléités de suppression de cette subvention. Nous ne voulons pas que la subvention. Nous demandons même au nouveau DG de maintenir et de renforcer cette subvention-là. Mbalo Djetcham, le secrétaire général du syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale SUTSAS, lui considère qu'il faut revoir le système de financement de la couverture maladie universelle et régler la dette. Pour nous, la perspective, c'est le financement. Il nous faut un financement holistique et systémique, on l'a toujours réclamé. Donc un financement holistique et systémique, c'est-à-dire en dehors des ressources budgétaires, qu'il y ait d'autres ressources dans une perspective où on ne fait que rembourser ou payer alors qu'on ne court pas derrière les dettes. Donc, et qu'on fasse tout pour qu'il y ait donc moins de paiement direct. Quand nous faisions la situation l'année dernière, il était à 25 milliards. Il y a eu des avances de 3 milliards. Ce qui veut dire qu'on est autour de 20 milliards de dettes vis-à-vis des mutuelles de santé. Nous voulons que le nouveau DG quand même se penche sur cette dette-là et qu'on apure la situation. 53%, on pouvait dépasser ça, mais la couverture maladie, le programme traîne beaucoup de faiblesses. C'est pourquoi on ne peut pas avancer. Ça traîne. Nous voulons une digitalisation. Au niveau des mutuelles, que nous ayons un système qui fonctionne. Il nous semble important de revoir le dispositif en termes d'organisation, de personnel et même de la qualité du personnel. Créée en 2013 par Macky Sall, un an après son arrivée au pouvoir, l'agence de la couverture maladie universelle avait pour ambition d'atteindre 75% de taux de couverture en 2017. 11 ans après, ce taux de couverture tourne autour de 53%. Avant de clore la première partie de cette édition, évoquons le gel de l'importation de l'oignon à partir d'aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les producteurs d'oignons, mais ils sont assez sceptiques. L'interprofession de la filière oignon dénonce
un gros stock déjà présent au port qui certainement sera introduit dans le marché. La filière tient à rassurer les consommateurs sur la quantité disponible ainsi que sur la qualité. Alain Ndiaye, président régional de l'interprofession oignon, que nous écoutons avec Nafissatou Silla. Mais jamono ji ñu toll tey tiit nañ li ñu tiital na mooy bato bi nga xam ne moom moo nekk ci port bi dañu wax ni. Là nous avons vraiment peur parce que le bateau est toujours là et les autorités ne veulent pas du tout qu'il bouge. Et la plupart des commerçants qui font dans l'importation ont investi le secteur agricole. Donc ce qui fait qu'eux aussi ils pensent à tout cela. Et ils ont fait savoir qu'ils ne vont plus venir avec beaucoup de production d'oignons. Ils ont tout reporté de peur que le travail soit bousillé. Et quand ça vient sur le marché, ça peut créer une incompréhension avec les acteurs du monde agricole. Sinon, la saison, elle est bonne, que ce soit au niveau du Fouta ou du Wallo, ça va, on ne se plaint pas du tout. On peut avoir beaucoup plus que ce qu'on avait l'année dernière. La culture est dure, elle est dure, mais nous croyons que nous pouvons parvenir à une bonne production. Et nous espérons que la prochaine campagne aura un résultat bien probant. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier à Addis Abeba. Oui, c'est le conseil exécutif composé des ministres des Affaires étrangères qui a ouvert ce sommet, notamment avec le discours de Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UIA, a dressé un tableau inquiétant de la situation en Afrique atteinte par plusieurs conflits et coups d'État. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont attendus en fin de semaine dans la capitale éthiopienne pour la 37e conférence des chefs d'État de l'organisation. C'est le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani qui devrait prendre le relais de son homologue comorien Azali Assoumani à la tête de l'Union africaine. Guinée, le gouvernement rencontre les bailleurs de fonds à Dubaï. Une rencontre de 2 jours, aujourd'hui et demain. Selon le ministère du Plan, elle a été délocalisée dans le Golfe pour attirer un maximum de partenaires. La Guinée est en quête de financement. Elle a besoin de 3 milliards de dollars pour boucler un programme de développement, le programme référence intérimaire PRI, un nouveau cadre pour le développement en Guinée jusqu'en 2025. En République démocratique du Congo, plusieurs centaines de femmes ont manifesté hier à Kinshasa pour dire stop à la guerre dans l'est du pays. Une marche organisée à l'appel de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Sur les banderoles et pancartes portées par les manifestantes vêtues de noir, on pouvait lire 12 millions de victimes depuis 1994. Compatissons avec les femmes et familles de l'est de la RDC. Le Congo restera un et indivisible. La marche a eu comme point de chute l'entrée du palais de la Nation où la ministre du Genre a déposé un mémorandum dénonçant les velléités expansionnistes du Rwanda et l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. La guerre au Moyen-Orient, les forces spéciales de l'armée israélienne opèrent dans le principal hôpital du sud de la bande de Gaza. Elles ont pris d'assaut la structure sanitaire quelques heures après que des tirs israéliens ont tué un patient et blessé 6 autres personnes à l'intérieur du complexe. C'est du moins ce qu'a déclaré le ministère de la Santé du Hamas. Le Hamas qui a annoncé un bilan de 28 663 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Sur le plan diplomatique, les États-Unis, la France, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont mis en garde Israël contre une opération terrestre catastrophique dans la ville de Rafah où plus d'1 million de Palestiniens ont trouvé refuge. Cette fusillade à Kansas City aux États-Unis lors de la parade du Super Bowl, au moins une personne tuée, 21 autres blessées selon le chef de la police. Lors d'une conférence de presse, 3 personnes sont arrêtées et font l'objet d'une enquête. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies dans les rues de Kansas City pour la parade des Kansas Chiefs, vainqueurs dimanche du Super Bowl, la grand-messe annuelle du football américain. La traditionnelle file d'autobus impériale a remonté le grand boulevard vers l'ancienne gare de Union Station où des tirs ont éclaté alors que la parade touchait à sa fin. Merci, Georges Déthié Diop, 12h24. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des bons offices en cours pour tenter de sortir de l'impasse politique actuelle. Nous tenterons notamment d'évaluer les chances de succès de ces médiations. RFM Sport. L'actualité des sports. Chartiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman, et bonjour à tous. Mondial de foot de plage à Dubaï pour commencer. Le Sénégal à l'assaut. Oui, le Sénégal qui va livrer son premier match demain vendredi face à la Biélorussie. Ce mondial qui sera une découverte en tout cas pour certains joueurs sénégalais. Parmi les 12 convoqués pour le mondial, 3 sont des novices. Ils se sont entretenus avec notre envoyé spécial à Dubaï, Soledjam. Le premier, Ousseynou Faye, un joueur de Ngor Almadi Beach Soccer, a déjà pris part à une compétition internationale, à savoir la CAN. Il se réjouit de sa première participation au mondial. Sélectionné. Je suis très content d'avoir été sélectionné. Je crois que le coach a vu mes qualités, raison pour laquelle je suis là. En tout cas, je suis très heureux. Je rends grâce à Dieu. Contrairement à Ousseynou Faye, Seydina Mam Alassane Laye Gadiaga, qui évolue au club de Malika Beach Soccer, en est à sa toute première compétition internationale et s'estime heureux de faire partie de ce groupe, même s'il n'a pas eu l'occasion de faire une CAN. Première année, nous convoquons l'équipe nationale en beach soccer. C'est ma première fois et je suis vraiment honoré d'être là avec l'équipe. Il y avait beaucoup d'autres joueurs, mais le coach m'a choisi. Alors je ne peux que le remercier. Et Dieu merci, je me suis très vite adapté. Adaptation et tout ça. Pour le portier Ousseynou Faye, cette compétition sera différente de la CAN. La Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, ça fait deux. Ici, le niveau est vraiment élevé. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Ces deux novices donnent leur impression sur le prochain adversaire du Sénégal. Nous sommes toujours prêts. Nous, on est fait prêt. On est prêt à affronter toutes les équipes. Ces deux joueurs ont hâte de fouler le terrain du Dubai Design District, lieu de la compétition, d'où vous a parlé Soda Thiam pour la radio Futur Média. Soda Thiam, bonne nouvelle pour le portier des Lions de Beach Soccer Alseni Ndiaye, va retrouver ses coéquipiers pour la séance d'entraînement prévue pour cet après-midi. Annoncé incertain au moment pour raison de blessure, il a reçu finalement l'onction du staff médical. Dr Tierna Abaska est au micro de Soda Thiam. Pour Al-Seini, il va bien. Aujourd'hui, on l'a bien examiné. Mais hier même, on l'a entraîné en salle avec le kiné et en même temps le préparateur physique. Et tout allait bien. Bon, aujourd'hui, on a décidé de faire des soins le matin. Et le soir, il doit s'entraîner avec l'équipe. Et on a beaucoup discuté avec lui et tout ça. Bon, il dit que ça va très bien. On pense que le voir ce soir s'entraîner avec l'équipe. Mais on pense très bien qu'il pourra assurer le match de demain, Inch'Allah. Mais on a bon espoir. Inch'Allah, je pense que tout ira bien, Inch'Allah. Le programme du jour de ce mondial de beach soccer qui a démarré aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. États-Unis croise de fer avec l'Italie. Tahiti jouera contre Argentine. Le pays hôte Émirats Arabes Unis va donc croiser le fer avec l'autre représentant du continent africain. Il s'agit de l'Égypte. Enfin, pour la dernière rencontre de cette première journée des phases de groupe, Espagne contre Iran. Suleiman. Venons-en maintenant au classement FIFA avec le bond en avant de la Côte d'Ivoire, récente championne d'Afrique. Oui, la Côte d'Ivoire donc qui a fait un bond de 10 places. Elle est désormais 39e dans le nouveau classement mondial, 10 places qui doivent notamment à le sacre à la CAN qui s'est déroulé à domicile il y a quelques jours. Championne d'Afrique pour la troisième fois de son histoire, la Côte d'Ivoire fait désormais son entrée dans le top 5 africain. Les éléphants sont devancés au plan africain par le Maroc, le Sénégal deuxième, le Nigeria et l'Égypte. La Côte d'Ivoire, pour rappel, avait remporté donc cette Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire le week-end dernier contre le Nigeria, score 2-1. Et puis on joue ce jeudi les huitièmes de finale de l'Europa League. Oui, au programme, il faudra noter que les clubs français donc vont jouer cette rencontre. Il s'agit de l'Olympique de Marseille, mais également du Stade Rennais. L'Olympique de Marseille qui va jouer un peu plus tôt dans la journée à partir de 17h45. Ce sera face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Le Stade Rennais joue un peu plus tard à partir de 20h lors d'un déplacement en Italie face au Milan AC. Lens également, notre club français, jouera contre l'équipe de Fribourg à partir de 20h. Toulouse fera un déplacement au Portugal face au Benfica. Pour les autres rencontres
contre le Feyenoord Rotterdam jouera contre AS Roma à partir de 17h45. Le Sporting Portugal fera un déplacement chez les Young Boys de Berne à partir de 17h45. Galatasaray Spartak Prague est prévu également à 17h45. Et puis en fin de soirée également, à partir de 20h heure de Dakar, les Portugais du Sporting Braga joueront contre la formation de Karabakh. Merci, cher Tidiane. Merci à vous, Suleiman. RFM Reportage. Nous allons à Fatick. Les populations de 5 communes du département de Foundiougne luttent pour sortir de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire à travers le comité de coordination et de gestion du partenariat COCOGEP. Elles ont mis en place, ces populations, des calebasses de solidarité, un concept d'entraide pour mieux gérer les périodes de soudure. Ces calebasses sont aussi un système d'autofinancement pour les femmes vivant en milieu rural. Explication, Aminata Goudjabi. Le département de Foundiougne, bien qu'il soit agricole, certaines populations y peinent à sortir de la pauvreté. Les périodes de soudure sont souvent difficilement supportées par certains ménages. Le comité de coordination et de gestion du partenariat COCOGEP initie un concept appelé calebasse de la solidarité pour lutter contre l'insécurité alimentaire et l'endettement. Babacar Thiam, coordonnateur du COCOGEP. Nous avons mis en place 95 calebasses de solidarité, dont 4232 membres, la majorité c'est des femmes. La calebasse de solidarité est un système endogène de solidarité dont la finalité est de sortir les plus démunis de la soudure et de l'endettement. Une calebasse de solidarité est un système d'épargne locale basé sur la solidarité dont les ressources sont utilisées pour aider les démunis. Des calebasses de solidarité existent dans 5 communes du département de Foundiougne. Elles permettent d'appuyer financièrement les ménages qui sont dans le besoin. Des greniers collectifs pour le stock de produits alimentaires sont également créés. Le COCOGEP est soutenu dans cette initiative par l'ONG Carême Suisse. En total, il y a des réseaux calebasses dans 11 régions de ce pays-là. Grâce à les calebasses, vous avez accès à la santé, vous avez meilleur accès à l'éducation. Une journée de restitution des activités du programme a été organisée dans la commune de Diagane-Barka. Le maire plaide pour un accompagnement du COCOGEP par les collectivités territoriales du département de Foundiougne. Mabousso Diallo. La calebasse de solidarité démontre la créativité et la résilience des populations locales face à l'insécurité alimentaire persistante. Je voudrais lancer un appel à l'endroit des autorités de notre département pour que nous puissions accorder une attention toute particulière à ce magnifique programme. Ces calebasses de solidarité sont confiées pour la plupart à des femmes. Elles utilisent l'argent collecté pour mener des activités susceptibles de multiplier leurs revenus. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La revue de presse signée Georges Détié-Diop. Pas un mot en Conseil des ministres. Le sujet relatif à une loi d'amnistie en faveur des détenus dits politiques occultés. Aucun mot, affirme Source A. Même pas une banale virgule portant sur un quelconque projet de loi portant amnistie de Sonko et des détenus politiques. Besbi Le Jour, qui fait état d'un dribble de Macky, relève qu'en Conseil des ministres, le président a zappé la situation politique tendue. Pour le quotidien, Macky lâche l'affaire. Selon le confrère, il n'y aura pas de loi d'amnistie des crimes liés aux manifestations de mars 2021 jusqu'à février 2024. Les sorties de Aluntine et Pierre Goudiaby Atepa, entre autres pressions, ont eu une conséquence négative sur la perception de la situation par la majorité des soutiens du chef de l'État. Le projet de loi qui devrait être présenté hier en Conseil des ministres a été rangé aux oubliettes de l'avis du journal Le Quotidien. Le président Macky Sall a été obligé de laisser tomber. L'Observateur informe que le projet d'amnistie a été le principal point de discussion à la réunion du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. L'initiative, selon mon confrère, n'est pas bien appréciée par une bonne partie des membres du SEN. Ce que confirment les Échos qui rapportent que des membres fondateurs et proches du président ont exprimé ouvertement leur opposition à l'amnistie. Enquête, lui, donne une autre version. Selon le journal, le secrétariat exécutif national de l'APR a validé la solution d'une loi d'amnistie pour sortir de la crise. Le journal qui indique par ailleurs que le Premier ministre Amadou Ba a été confirmé comme candidat de Benno Bokk Yakaar, ce que souligne aussi les Échos à sa page de titre. En tous les cas, pour ce qui est du report de la présidentielle, ça continue de faire débat. Pour ou contre, la guérilla constitutionnelle fait rage, s'exclame
comme Le Témoin. Le Témoin note que professeurs, juges, juristes et imposteurs se mitraillent sur le front du droit. Pendant ce temps, des candidats spoliés adoubent Macky, du moins si l'on en croit le mandat. Le journal rapporte que le Front pour une élection inclusive, mis en place par des candidats spoliés, n'est pas contre le report de la présidentielle. Ils y voient d'ailleurs une occasion de réparer la grave injustice qu'ils disent avoir subie. Le dernier mot revient au Conseil constitutionnel, ce qui fait dire à Tribune que le peuple est à l'écoute des 7 sages. Le moment de prendre leurs responsabilités avant que la situation ne devienne ingérable. Pour Tribune, le Conseil constitutionnel doit restaurer l'autorité attachée à ses décisions pour sauver la démocratie sénégalaise. Notre pays qui est entre paix et épée. Constat du quotidien LAS. Le journal note que depuis l'annonce du report, le Sénégal est manifestement assis sur une poudrière. Société civile, universitaires, syndicats, intellectuels, étudiants, tous appellent à manifester pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et les mêmes heures n'augurent rien de bon pour la suite, malgré le énième appel au dialogue du chef d'État qui bute manifestement sur plusieurs réticences. À la une de l'Observateur, Karim comme une résurrection. L'Observateur s'intéresse à la communication à outrance du fils de l'ancien chef de l'État. L'Observateur constate que d'ordinaire pondéré, Karim Wade montre une autre facette. Le chef de file du Parti démocratique sénégalais depuis l'invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel et le report de l'élection présidentielle est au devant de la scène médiatique et politique. Karim Wade est devenu bavard et cela, selon un observateur, peut créer une certaine frustration, comme s'il disait au peuple sénégalais « Je suis hors du Sénégal, mais j'ai la capacité de contrôler la vie politique ». Les sports pour terminer. Record met en exergue l'Europa League avec le match Shakhtar Donetsk, Olympique de Marseille à 17h, ISO et Iliman pour montrer un autre visage. Le quotidien Stade, lui, ne lâche pas la CAN 2023 qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. Le journal donne la parole à Abdou Salam Lam, coach de Génération Foot. Selon lui, le Sénégal a fauté sur le plan tactique. À vos kiosques et bonne lecture. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue, le thème du jour, les bons offices en cours pour tenter de sortir de l'impasse politique et de l'imbroglio institutionnel que connaît le Sénégal. Nous évoquerons notamment les chances de succès de ces différentes médiations avec nos 2 intervenants du jour, le docteur Abdou Khadre Sanoko, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec le docteur Falilouba, expert en communication et enseignant-chercheur à l'ESEA, l'école supérieure d'économie appliquée. Bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, docteur Abdou Khadre Sanoko, analyste politique, peut-on d'abord parler de médiation quand on voit ce qui se passe, tous ces médiateurs qui se mettent en avant, avant même que leurs initiatives ne portent leurs fruits et ne produisent les résultats escomptés, ou y a-t-il un autre mot pour décrire ce qui se passe? Bon, il faut quand même dire, je dois d'abord dire bonjour à vos auditeurs et à vos auditrices et tous mes respects à mon co-débatteur de l'autre côté du bout de fil. Mais je dois dire quand même sincèrement que les procédés de dialogue, les procédés de pourparlers, les procédés de discussion dans des contextes, si vous voulez, d'heures de conflit ou bien de tension, doivent se faire de manière extrêmement discrète. C'est vrai que ils se sont dévoilés aussi au vu de tout le monde. Et d'ailleurs, depuis lors, on a vu on a comme l'impression que les choses commencent véritablement à se compliquer. À se compliquer. Pourquoi? Parce que la paix n'aime pas trop de paroles. La paix est viscéralement beaucoup plus discrète qu'on ne le pense. Comment comprendre alors cette surexposition des médiateurs sur la place publique, dans les médias? Je crois que foncièrement, c'est des gens qui l'ont pas appris. Avec tout le respect que je leur dois, ils se sont formés dans le tas et avec peut-être l'expérience des missions qu'ils ont eu à mener ou à dérouler pour le compte de leur structure, ils ont pensé que c'est aussi simple que ça. C'est vrai, hein, c'est des vieux de la vieille qui ont eu à réussir
un certain nombre de missions. Mais je crois que personne d'entre eux n'a eu à faire des formations ou des études en Alors, il n'y a pas de secret. Il s'agit de Pierre Goudiaby Atepa, Alioune et aussi de l'avocat Bourgi, qui semble ne pas apprécier qu'il n'ait pas été cité justement dans la médiation entre Atepa et le président Macky Sall. Et c'est ce qui est paradoxal d'ailleurs. Vous savez, les véritables artisans de la paix n'aiment même pas qu'on parle d'eux. Tout l'objectif qu'ils visent est que peut-être la paix, pour autant qu'ils ont eu à faire des démarches pour son compte, puisse être peut-être atteinte. Et malheureusement, comme nous le savons, et c'est le véritable problème ici au Sénégal, c'est que même pour pouvoir trouver cette paix tant prisée, ça va poser problème par le simple fait qu'on a du mal à trouver des personnalités extrêmement neutres pour pouvoir nous permettre de nous retrouver autour, n'est-ce pas, de ce luxe qui était notre propriété à nous et qu'on a du mal à pouvoir préserver. Mais toujours est-il, il faudrait quand même le comprendre, dans les mécanismes de paix, de résolution de conflits traditionnels, toujours ceux qui cherchaient la paix et qui la prêchaient étaient tapis dans l'ombre et n'aimaient même pas qu'on parle d'eux. N'est-ce pas? Docteur Falilouba, les mots ont leur sens et leur importance dans ce débat. Est-on dans un contexte de médiation ou y a-t-il d'autres mots qu'on pourrait utiliser? La facilitation, l'intercession, l'intermédiation, tutti quanti, et la communication dans tout cela. Est-ce que la communication joue un rôle dans la médiation? Est-ce qu'elle peut être utilisée justement dans un sens ou dans un autre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que cette surexposition a été faite exprès, justement, dans le cadre de cette médiation pour mettre la pression, par exemple? Oui, en fait, Souleymane, je crois qu'en réalité, quel que soit le concept qu'on a utilisé entre médiation, intermédiation, dialogue, je pense que ça fait partie, en fait, de ces approches, de ces conduites, de ces démarches-là, qui, a priori, en fait, ne peuvent pas être décriées. On peut, surtout, au risque même toi-même qu'il a décrit, d'être décrié. Parce qu'en réalité, tout le monde, quand on est dans un conflit, pense et espère qu'il y ait en réalité cette relation-là pour essayer de rassembler les différentes parties. Mais ce que vous avez dit et qui est parfaitement vrai, comme l'a dit aussi M. Sanogo, c'est qu'en réalité, au-delà de la simple médiation, il faut également se donner les conditions de succès de cette médiation. Or, pour que ces conditions-là soient réunies, il faut s'interroger sur les clés de succès. Et parmi les clés du succès, vous l'avez évoqué tout de suite là, je pense qu'il y a des acteurs. Quels sont les acteurs? La crédibilité de ces acteurs. Mais je pense que pour ce qui est de la crédibilité, on peut ne pas en douter. Quand on entend ces noms-là, qui traditionnellement sont les noms qu'on entend, on peut être rassuré qu'on a les bons acteurs, peut-être. Parce que dans ce conflit qui est politique, ce qu'il faut, c'est surtout avoir des personnalités de neutralité politique, même s'ils doivent être accompagnés par des personnalités politiques. Mais la primeur des décisions qui doivent être ressorties doivent en fait émaner de ces personnalités. Maintenant, on peut s'interroger, comme vous l'avez bien dit, sur la démarche, parce qu'il y a en réalité des bruits qui brouillent et qui embrouillent la médiation. C'est vrai, comme l'a dit Sanogo, mais la paix, la médiation a besoin fondamentalement de silence. Or, ce qu'on a vu ces derniers moments-là, c'est qu'en réalité, il y a trop de bruit aujourd'hui qui embrouille. De la part des médiateurs, d'une part, mais de la part même de ces acteurs-là qui sont des parties prenantes. Parce que, alimentés par la presse, ces gens-là sortent des déclarations à côté parallèles qui peuvent en réalité brouiller un peu le discours de la Autrement dit, il y aurait même de la manipulation de part et d'autre. Mais parfaitement. Je pense que quand on est dans une médiation de cette nature-là, il faudra fondamentalement, après le choix des acteurs, il faudra également faire en fait une réflexion sur l'approche et la démarche. Or, la démarche telle qu'elle est prise aujourd'hui n'est pas dans la bonne direction parce que de toutes les parties prenantes, il y a en fait la conditionnalité des naulés. Quand on discute, quand on fait de la médiation entre acteurs, il n'y a pas quelqu'un qui doit être au-dessus pour imposer et s'imposer. Ensuite, il y a aussi que les médiateurs doivent être d'une neutralité et doivent aussi cultiver le silence et la discrétion. Or, cela, aujourd'hui,
a manqué dans cette médiation où chacun essaie à la limite de voir que moi je suis le plus vu, je suis le plus à même d'être perçu. Il y a même une concurrence entre les médiateurs. En train de se pâlir. Et ça, je pense qu'ils ont oublié que le seul élément fondamental, la seule lumière, la seule clarté qui doit sortir, ou bien qui doit avoir la clarté, c'est la paix du Sénégal. C'est ça qui nous importe aujourd'hui. Alors, on vous a bien compris. Alors, docteur Abdou Khadre Sanoko, heureusement, il semble y avoir d'autres initiatives un peu plus discrètes, que ce soit du fait de dirigeants, de leaders religieux, de leaders communautaires, coutumiers, etc. Et même dans le cénacle politique, je ne veux pas citer de nom parce que ces personnes n'ont pas confirmé qu'elles ont lancé des initiatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut un mix de tout ou faudrait-il s'accorder pour qu'il n'y ait qu'une seule ligne, disons, de médiation, comme on dirait une seule ligne de communication, afin justement de maximiser les chances d'arriver à un résultat reconnu par tous, notamment par les parties prenantes? Est-ce que, par exemple, il ne faudrait pas s'assurer que les différentes parties qui font l'objet de la médiation s'accordent sur les médiateurs et que ce ne soit pas des initiatives individuelles et indépendantes? Parfaitement. Je crois qu'il faudrait procéder à une uniformisation de la démarche en tant que telle, comme le disait tout à l'heure docteur Ba. Oui. Mais de ce point de vue, il me semble que si nous voulons réussir très vite, je ne veux pas être péremptoire, mais en tout cas, il faudrait beaucoup plus impliquer les acteurs religieux. Pourquoi? Parce que la constitution de notre société aujourd'hui est telle que, visiblement, les personnalités envers qui on a beaucoup plus de respect, de considération, et qui peuvent même pas nous contraindre, mais en tout cas, pour qui nous pouvons peut-être fléchir et un peu abandonner nos positions initiales pour pouvoir aller vers les cimes de la paix, ce ne sont que les personnalités religieuses. Pourquoi? Parce que nous sommes une société de croyants et que fondamentalement, nous appartenons tous, pas tous, en tout cas quasiment tous, à des confréries ou à des religions qui, si vous voulez, nous instruisent à un respect indéfectueux vis-à-vis des consignes de ces leaders-là. Et de mon point de vue, la chance que nous avons, en tout cas dans ce contexte précis, c'est simple. Je crois que le président Macky Sall, dont il s'agit, et le président Ousmane Sonko, tous les deux ont la même confrérie. Ils sont tous les deux mourides, ils l'ont crié et réclamé sous tous les toits. Donc de mon point de vue, si nous d'ailleurs, les plus grandes tensions dans ce pays ont été un peu, si vous voulez, apaisées, quelque part apaisées par l'entremise, n'est-ce pas, de ces leaders religieux-là. Encore que c'est des gens extrêmement discrets. On n'a jamais entendu nulle part, ni à travers la presse, encore moins au niveau des discussions autour des salons de thé ou de café, que tel chef religieux ou bien tel guide religieux a eu à me dire ou a eu à s'en ouvrir à moi par rapport à telle question ou telle autre question. Donc, visiblement, si nous voulons un levier extrêmement efficace pour pouvoir un peu désescalader la situation, c'est très simple. C'est de s'en ouvrir aux chefs religieux ou bien à leurs émissaires, puisque au niveau de leur salon feutré, personne ne pourrait se permettre de sortir les discussions secrètes et que ces deux mastodontes-là, foncièrement, vont se plier là-bas, non pas en tant que leader politique, mais en tant que talibé ou bien en tant que aussi fils ou en tant que petit-fils de ces gens-là, et ils seront obligés, comme ça a été le cas avec Abdou Diouf et Abdoulaye Wade dans des situations extrêmement chaudes, de se plier pour le but unique de l'intérêt collectif et général et pour la paix et l'harmonie au sein du Sénégal. Merci, docteur Abdou Khadre Sanoko, analyste politique. Dernière question pour vous, docteur Falilou Ba. Faut-il institutionnaliser, voire professionnaliser les médiations, mettre en place des cadres formels et permanents afin que les acteurs politiques puissent y continuer le dialogue qu'on appelle de nos voeux, que tout le monde appelle de ses voeux. Je donne un exemple. Il y a par exemple l'Institut de Gorée qui a été le cadre de dialogue, de négociation entre les acteurs sud-africains
pendant l'apartheid, c'est à Gorée que se tenaient des rencontres extrêmement secrètes qui, en partie, ont joué un rôle dans la désescalade et dans la disparition de l'apartheid en Afrique du Sud. Que faudrait-il faire, d'après vous, ici, pour que, justement, on n'ait pas besoin d'échapper solitaires, de médiateurs plus ou moins improvisés? Oui, Souleymane, je pense qu'on devrait forcément aller dans des cadres formels et formalisés. Parce que sinon, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en réalité, tout le monde va se décréter en réalité médiateur. Et que parfois, ça va introduire ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est qu'en réalité, de l'imbroglio, que personne ne sait à qui se parler ou bien à qui s'en ouvrir. Je pense que fondamentalement, on devrait aller vers une institutionnalisation d'une commission qui nous permettrait en réalité d'être en fait le réceptacle de ces médiations et de ces dialogues-là. Maintenant, il ne faut pas en réalité... On en a, je pense, avec Mme Innocence Tapiaï qui a aussi... Mais elle, c'est le dialogue social, hein? Oui, le dialogue social, etc. Donc je pense qu'il faudra qu'on aille vers ces types d'organisations-là. Maintenant, que ces organisations aussi ne s'enferment pas et ne se ferment pas. Parce que comme l'a dit Sanogo tout à l'heure et que vous l'aviez appuyé, c'est qu'en réalité, on a également des personnes ressources importantes qu'on ne peut pas fondamentalement contraindre dans ces genres de cercles-là. Mais donc on a besoin de leur éclairage, de leur discussion, de leur discours, de leur parfois même pression un peu pour pouvoir arrondir les angles. Je pense que donc oui, pour une organisation formelle, pour qu'en réalité le discours ne soit pas un discours pluriel, un discours à la limite où tout le monde peut prendre la parole et puis qu'il y ait en fait une cacophonie, mais il faut également s'en ouvrir à des personnalités, à des personnes ressources et comme l'a dit Sanogo, et je suis très d'accord avec lui, à des personnalités également intellectuelles qui peuvent en réalité, qui comprennent les démarches, qui comprennent la manière, qui comprennent le process. Parce qu'en fait, oui, dès l'instant que la médiation devient une science, devient une démarche, il faudra quand même en maîtriser les concepts et les contours. Or, au Sénégal, malheureusement, on s'improvise très rapidement médiateur ou quoi que ce soit parce que simplement, nous sommes dans la lumière. Je pense qu'il nous faut également utiliser les personnes ressources sur le plan religieux, sur le plan social, utiliser des personnes ressources sur le plan intellectuel, sur le plan technique, avant maintenant de mettre en place un cadre institutionnel où les gens pourront quand même aller vers là-bas, sans oubli et avoir les bonnes démarches pour qu'au moins au nom de l'uniformisation de la démarche, pour que personne ne puisse quand même s'improviser fondamentalement médiateur. Merci. Et que trop de médiateurs finissent par en fait créer ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'en fait la cacophonie et puis la discorde. Merci docteur Falilouba. Il y a beaucoup à dire sur cette question. Nous n'avons pas évoqué par exemple la médiation internationale puisque à défaut d'accord à l'intérieur du pays, ce sont souvent des chefs d'État et d'autres personnalités de pays voisins plus ou moins puissants qui interviennent. Merci en tout cas à tous les deux. Nous vous donnons rendez-vous dans la version Wolof de ce débat. Ce sera dans à peu près 1 heure de temps. Pour l'instant, à 12h51, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Awambay avec Mam Astoukan à la mise en onde, Aliounba, Maïsambay au digital et à la production Abdou Thiam. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite.